Salut à tous, un nouvel épisode avec Gazprom, c'est le 13e ici. On est toujours sur Pro Cycling Manager 2021 et je vous proposais ici le Tirreno Adriatico, c'est un variant 2015 qu'on aura ici, ainsi que Milan-San Remo dans la foulée sur un variant classique bien sûr. L'équipe alignée évidemment est composée de tous les meilleurs coureurs qui n'étaient pas sur Paris-Nice et là on a une équipe qui est hyper proche de celle qu'on avait alignée par contre sur les Strade Bianche sur lesquels on s'était fait quand même bien damer le pion par Mathieu Van Der Poel et consorts. Alors c'est parti, prologue par équipe, 16 km. On va voir si on est capable de marquer un petit peu les esprits, au moins de ne pas hypothéquer les chances pour le général. Le sponsor dans cette année, le sponsor nous demande le top 5 sur le général de Tirreno Adriatico. Donc, rien que pour un top 5, il va quand même falloir un petit peu s'accrocher. A priori, peut-être Lutsenko, on pense à lui en tout cas sur ce type de profil. À moins que Gianni Moscon, finalement, ne fasse parler de meilleure forme, par exemple. C'est ce qu'on verra en tout cas, parce que ça démarre pas très très bien. Du côté des formes du jour, vous voyez que sur ce prologue, on est un petit peu mauvais, on est un petit peu en négatif, et c'est dommage parce que avec Tiberi, qui est quand même relativement un spécialiste, Moscon, qui est plutôt bon dans l'exercice, Lutsenko également, Vinkovic est relativement complet au final comme coureur, Gogol, Kovi et Biryukov ne sont pas scandaleux, ce qui fait qu'en fait on peut exister à l'image de cet intermédiaire. Ici on n'est qu'à 13 secondes du meilleur temps provisoire à l'intermédiaire 1, à l'intermédiaire donc, et on va appuyer un petit peu les relais à 90, on va essayer de monter un petit peu de la manière dont on peut le faire. Je pense que le contre-la-montre est toujours relativement délicat à gérer. Puis alors, sur le contre-la-montre par équipe, c'est encore un petit peu plus difficile, je trouve, sur cette version-là. La règle générale, c'est dès que tu es au-dessus de 85, le mec pioche, on va dire, plus que l'avancement des kilomètres dans sa barre rouge. Donc, il faut essayer de faire en sorte de ne pas trop piocher, ou alors y piocher sur les relais. Voilà, c'est une petite péréquation permanente qu'il faut essayer de faire. C'est le team DSM qui s'est imposé. Emirates n'a pas mal existé. Pogacar n'est pas là, hein, je préfère le dire tout de suite. Donc DSM, voilà, bien présent. Nous ne sommes pas ridicules, puisqu'à l'arrivée, le temps là, de Gazprom était vraiment très très honnête, une dizaine de secondes. Et puis voilà, tout doucement, on va aller se rapprocher des étapes sur lesquelles les différences doivent se faire. Alors évidemment, on n'attend pas la différence sur l'étape 2, on l'attendrait plutôt à partir de l'étape 4. En fait, les différences pourraient se faire sur les étapes 4, 5, 6 et 7. La 6 est loin d'être neutre, c'est même une étape assez traumatisante pour les organismes. Et puis auparavant, la 4 est assez difficile avec une arrivée au sommet. La 5 étant peut-être un petit peu plus abordable pour différents types de profils. En revanche, la 2 là sur laquelle on est, on promet une arrivée au sprint. A priori, les tout meilleurs sprinteurs du monde étaient plutôt sur Paris-Nice. La majorité, je veux juste dire, parce qu'évidemment, il reste quelques sprinteurs, bien évidemment. Mais voilà, la grosse majorité des sprinteurs étaient plutôt sur Paris-Nice. Et puis, allez, on va tenter un petit coup, histoire de rigoler, sortir ici avec Tiberi. On va essayer de sortir avec Tiberi. En fait, je n'y crois pas beaucoup, mais je ne sais que trop bien à quel point il n'y a rien à faire. Quand un peloton comme ça est lancé, même dans le jeu, vous pouvez pas sortir et faire le coup des 2 km ou le coup des
truc à la Touruchoft à un moment donné, ou comme d'autres avaient fait sur une certaine époque du cyclisme. Là, ça n'est pas possible. En revanche, ici, autre petit élément caractéristique du sprint sur Pro Cycling Manager, le coureur qui bénéficiait d'une avance au niveau du dernier virage, les coureurs ne sprintent pas et n'accélèrent pas pendant les virages. Il y a donc une forme de statu quo, et c'est comme ça que Nizzolo s'impose sur cette étape 2. En fait, celui qui était, on va dire, avec un ou deux vélos, 2-3 vélos d'avance à l'aube du dernier virage, s'impose sur cette étape-là. On dirait, pourquoi tu l'as pas fait ? Parce que je suis pas sérieux et que je n'avais pas particulièrement étudié le profil de l'arrivée. En fait, si on veut vraiment faire les choses bien, il faut souvent étudier les profils d'arrivée sur Pro Cycling Manager, notamment. Est-ce qu'il y a des virages, quelle est la nature de quelle est la nature de l'arrivée, ça peut solutionner bien des questions. Justement, en parlant de nature d'arrivée, quelle est celle-ci ? A priori, plutôt... il y a quelques tournants, mais beaucoup moins prononcés que sur l'étape 2. Et en revanche, il y a une petite difficulté à quelques kilomètres de la fin de cette étape-là qui peut éventuellement permettre à un puncher de faire une différence. À voir un petit peu. Moi je n'y crois pas beaucoup en fait à ce stade-là. Je crois plutôt que des gens, peut-être Nizzolo, mais sinon Philipsen, voilà, des gens forts au sprint, voire un Wout van Aert, bien évidemment, devrait pouvoir l'emporter. Alors du coup, on va essayer de se positionner quand même à l'aube de cette toute petite dernière difficulté. Regardez, voilà, Kovi, Biryukov, Lutsenko dans la roue. On a laissé Gianni Moscon dans la roue d'un favori, je ne sais plus exactement lequel, mais voilà, on l'a laissé dans une roue. Et ici, en fait, regardez, quand même quelques petits virages, et c'est Mark Hirschi qui va ici s'imposer devant Jake Stewart. Donc UAE vraiment très 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 performant sur ces deux étapes-là. Remarquez, sur la première, il n'était pas ridicule non plus. Très très bon début de Tirreno Adriatico pour cette équipe Team Emirates, avec donc Mark Hirschi qui va ici s'imposer. Plutôt une bonne surprise finalement de voir Hirschi faire ce qu'il doit faire sur le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ce que par exemple certains joueurs humains seraient capables de faire avec lui sur ce type d'étape-là, c'est bien que le jeu le fasse, parce que sinon des fois il a tendance à nous laisser peut-être un petit peu trop l'initiative quand on joue avec certains punchers. Donc c'est bien qu'il rétablisse les choses. Très belle victoire pour Hirschi. Allez, arrivé à Pratiditivo, et puis là on va commencer à voir qu'est-ce que les uns et les autres ont dans le ventre. En l'occurrence, Vlasov, Landa, Yates, Kuss. Kuss se retrouve-t-il leader du team Jumbo-Visma devant Wout van Aert, ou est-ce qu'en définitive c'est Van Aert qui sera le leader ? J'avoue que c'est un joli Tirreno à jouer pour Wout van Aert, je pense. Il y a juste, voilà, dans la montagne qu'il faut arriver à résister. Est-ce que ça va être le cas ? Et puis sinon, voilà, vous avez des sprinters, notamment on a aperçu Moschetti, on a aperçu Nizzolo qui devrait ne pas être à la fête. On va pas tout le temps avoir Michael Matthews qui nous fait forte impression au sommet, comme dans l'épisode que je vous avais proposé il y a 2 épisodes. C'est le numéro 11, là où sur les courses de préparation, il y avait eu quelques petits phénomènes un peu étranges par moment. Donc allons-y. Passage au sommet. On est en difficulté avec Lutsenko ce jour-là. Parce que Lutsenko a -2, si vous voulez, sur ce genre d'étape-là. C'est la certitude de prendre très très cher et de devoir d'ores et déjà faire
un choix pour ce Tirreno. Donc, à partir du moment où on a ces formes-là du jour, je suis désolé, mais il faut être réaliste, il faut jouer la carte Gianni Moscon pour le général, hein, pour cette 5e place que le sponsor nous demande. Donc, voilà, je vais essayer d'aller en définitive résister le plus longtemps possible avec Gianni Moscon. Attention, ça part devant, faire très attention. Ouh là là, Van Aert et Pidcock, Hirschi également, qui accélère sur la toute fin de cette étape-là. Les 3 hommes font une vraie différence avec le reste des potentiels favoris. Très très belle attaque. Ça y est, on les a repris sur le très très bon travail. Dans un premier temps de Lutsenko, puis de Gianni Moscon, qui a peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre, hein, sur ce coup-là. J'ai tenté de contre-attaquer pour faire mal à tout le monde. Simon Yates, d'ailleurs, un petit peu piégé dans un premier temps dans la roue de Moscon. Ça se reconstitue. Derrière, c'est Landa qui sort. Vlasov roule derrière. Kuss, on a la réponse, hein, entre Kuss et Van Aert. Qui est leader de ce team Jumbo-Visma, et ça a de bonnes chances d'être l'américain Sepp Kuss. Et devant, ça va s'expliquer à 2 pour la victoire finale. Moscon n'en peut plus, mais la bonne nouvelle, c'est que Landa et Vlasov n'en peuvent plus guère. Non. et donc, c'est comme ça que ça va se régler au sprint entre les deux. Alors, c'est Landa, hein, qui va s'imposer. Et par contre, la petite surprise, Chris Hamilton, 3e. Mais ce qu'il faut bien regarder, c'est le temps avec lequel Moscon va ici. Hop. Environ 1 minute 10. Moscon va franchir la ligne avec 1 minute 10 de retard sur Mikel Landa, qui va donc très nettement passer au général, passer Gianni Moscon. Et Landa va se revêtir de la tunique de leader sur cette étape-là. Alors qu'on aperçoit qu'il a au final résisté à un Vlasov qui était également sur la jante, hein, et qui était dans l'incapacité totale de lui contester cette victoire d'étape. Bonifié, Landa devant Vlasov, Simon Yates, Mark Hirschi. Bref, on se retrouve un petit peu en difficulté avec Moscon top 10, mais c'est pas encore très suffisant. C'est pas encore suffisant et on doit essayer de faire mieux là-dessus, c'est une certitude. Donc, comment faire mieux ? En ayant par exemple un petit plan en tête sur cette étape-là. Alors, je l'ai déjà joué, hein. D'ailleurs, je l'ai même proposé en vidéo, hein, par le passé. Cette étape est exceptionnelle, vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle. On y a notamment un mur final qui est très très joli et une ascension au milieu qui est juste, on peut parler mythique, on peut dire qu'on la retrouve aussi on retrouve cette ascension également sur le Giro, hein. C'est quoi, c'est le Passo Lanciano, hein, c'est pas ça. Enfin, pour l'heure, il y a déjà une belle difficulté et le but, c'est de protéger un petit peu tout le monde. Ça, c'est donc du grand classique Pro Cycling Manager. On essaie un petit peu d'économiser nos forces vives le plus longtemps possible. On a vu que d'ores et déjà, il y a un choix, hein, qui nous a été dicté par les formes du jour. C'est l'occasion, alors qu'on aperçoit l'échappée avec notamment le jeune Aleotti de Boransgrohe. C'est assez intéressant comme coureur. C'est un coureur qui est passé pro en 2021, hein, si je ne m'abuse. Et bon, voilà, évidemment, nous sommes en 2023, c'est sa 3e année professionnelle ici dans cette carrière. Il a progressé, quelqu'un qu'on peut regarder avec intérêt, Giovanni Aleotti. Et ça y est, on est dans le Passo Lanciano, ça commence à craquer pour les uns. Regardez Tiberi qui malheureusement pour lui n'en peut plus. On va donc perdre déjà un homme, un protecteur sur cette opération-là. Sepp Kuss est passé à l'attaque, très offensif Sepp Kuss, et d'ailleurs il a bien raison de l'être parce que, vous voyez, il n'y a plus réellement grand monde
pour s'entendre et rouler sur Sepkus, tellement c'est difficile tout simplement, et plus personne n'en peut plus. Apparemment, les équipiers Movistar de Mikel Landa n'ont pas soit la possibilité, soit n'ont pas décidé de rouler, ce qui fait que Landa doit le faire un petit peu lui-même. Tiens, Yates et Hirschi sont lâchés. Ça, c'est une donnée qui est intéressante, ouais, par rapport au général. Landa obligé de rouler. C'est pas une mauvaise affaire pour nous, ça. Hein. C'est pas une mauvaise affaire. Finalement, l'échappée de Kuss pourrait s'être avérée très très positive pour nous par ricochet, puisque moi je n'ai pas spécialement cherché à aider à la poursuite, et par contre Landa ne s'est pas économisé. Est-ce que ça va se payer l'histoire? Écoutez, tout ce qui est certain, c'est que on est en mesure ensuite de prendre, aller un petit peu la direction des opérations, avec un Lutsenko qui donne tout ce qui lui reste, et Moscon qui va pas tarder à y aller. Allez, c'est maintenant, voilà, on va voir qui est-ce qui est capable de suivre ici. Hirschi, Landa, apparemment Kuss également, Hirschi qui contre même Gianni Moscon. Thomas Pidcock est également présent. Attention, il y a un petit groupe comme ça qui s'est détaché sur cette initiative de Gianni Moscon, bon, qui est allé au bout de ses forces, hein, mais il y a une petite descente qui va permettre encore de récupérer quelques forces avant la difficulté finale. C'est un mur de quoi, 1 km et demi, 2 km environ. Ouais, là, voilà, 2 km. Allez, c'est parti. Ici, le mur ne dure pas cela, puisqu'après il y a un replat avant l'arrivée. Moscon va y aller très très fort, en effort curseur. On essaye de marquer un petit peu les esprits sur cette étape 5, avec dans l'idée un rapproché au classement général. On va essayer de le faire. Allez. Pidcock, quel coquin, il a profité de l'effort de Moscon de manière très pertinente pour aller s'imposer comme ça. Moscon fait 2, Hirschi 3, Kuss, Landa, Vlasov, Caruso, Hamilton. Le reste va déjà subir une quarantaine de secondes au minimum, voire en fait beaucoup plus pour certains. On pourra nommer par exemple Van Aert, vous voyez, qui passe au-delà de la minute. Yates également, bref. Il y a quelques dommages qui se sont faits sur cette étape-là. Lutsenko se sera donc particulièrement sacrifié. Il faut dire que, voilà, comme je l'évoquais précédemment, avec son pic qui est plutôt prévu, lui, sur les Ardennaises, Alexei Lutsenko est un petit peu piano, hein, sur ce début de saison. Ça se passe... voilà, maillot arc-en-ciel, petite malédiction. Voilà, bon, pour rire, on peut dire ça. Gianni Moscon, désormais 6e, et donc un Lutsenko qui lui est complètement dédié au moment d'aborder ce qui doit être l'explication sur l'étape 6, puisque on a ici une opportunité de faire de vraies différences avec une très 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 jolie étape. C'est quasiment cette raison-là qui peut faire qu'on choisisse ce variant-là, tellement cette étape elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors on va voir qui est-ce qui va avoir les reins solides pour, à l'issue de 200 km de difficultés assez intenses qui s'enchaînent les unes derrière les autres, qui est-ce qui va, décrocher le pompon sur cette étape 6. Allons-y. Il y a un petit peu de vent en plus. Bon, ça va, tant qu'on est en dessous des 20 km/h, l'impact n'est pas monstrueux. C'est après que éventuellement on peut s'amuser à jouer avec le vent, mais là ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas nécessité ou possibilité d'ailleurs de le faire. C'est bien dommage. On va devoir gérer les choses sur le travail des équipiers, hein. Surtout, hein, je vais surtout essayer de m'appliquer à cela. Vous voyez, il reste une centaine de kilomètres encore, et il n'y a plus que 70 hommes dans le peloton, ce qui nous donne une idée un petit peu des dégâts et de la difficulté des enchaînements sur cette course. On a Covey, hein, qui fait un très très bon travail. Je vous l'ai dit, hein, j'ai quelques petites ambitions sur cette étape-là. Je me dis que s'il y a moyen de se rapprocher un petit peu au général, c'est ici qu'il faut le faire. Covey en a pas terminé du tout de ses efforts, vous voyez. C'est un moment où je préfère un peu temporiser. J'attends un tout petit peu plus loin pour pouvoir enfoncer le clou et essayer d'accélérer. Vous voyez, il reste encore
allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 difficultés et demie, allons-nous dire, pour ce qui est encore de faire des différences. Donc il y a largement encore moyen de faire des choses. Allez, Kovi va travailler, ensuite ce sera Biryukov, Gogol, on va se mettre en petit train, une fois n'est pas coutume, et on va demander à tout ce petit monde-là de travailler très très fort. On est très très loin de l'arrivée, et pourtant, il y a déjà moyen de faire des choses. Ici, regardez, il y a une séquence que j'ai sélectionnée parce qu'elle est assez intéressante. Immense accélération de tout un tas d'équipiers restants, à tel point qu'en fait, nous, avec Kovi et tout le monde dans la roue, limite on se prendrait une cassure. Non, on se la prend pas bien sûr, mais immense relance en fait de tout ce petit monde-là dans cette petite difficulté, à tel point qu'on se retrouve en 30e position, et on va pouvoir bientôt appuyer sur tout ça. Michael Gogol va être chargé, et Dieu sait si là c'est l'homme aux 3 poumons, Gogol, dans cette équipe. Il a un petit peu le rôle de taulier, de capitaine de route, si j'ose m'exprimer ainsi. Gogol va faire le boulot. Il y a des enchaînements de difficultés qui ne sont pas toujours gérés par l'IA de manière optimale. C'est pour ça qu'en fait je me dis que tant qu'elle s'excite, mieux vaut la suivre. Et ensuite il faut essayer d'appuyer. Vous voyez, vraiment, on est pas loin des 20% par moment, hein. C'est monstrueux, hein. Les difficultés sur cette étape-là sont absolument monstrueuses. Gogol fait un travail gigantesque pour conserver la roue des tout meilleurs et emmener, j'allais presque dire confortablement, Lutsenko et Moscon dans leur sillage. Plus que 11 hommes, il y a une petite cassure avec le groupe de poursuivants de 9 là, qui ont une vingtaine de secondes de retard. Il faut continuer avec notre petit effort curseur, enfin, que dis-je, notre très gros effort curseur, et ne pas se décourager. Voilà, Vlasov s'accroche, Landa très très vaillant, très vaillant au moment d'aborder encore ce passage ici, avec les passages à 20% à nouveau. Tiens, 22%, 23%, mais incroyable. Plus de 20 km/h de vent. Décidément, c'est la folie sur cette étape-là, et je pense qu'on va pas tarder. Il reste encore 45 km, hein. C'est immense, hein. Les échappées, ouais, on va pas tarder à se les reprendre très très probablement. Voilà, le boulot a été fait par l'ami Gogol, et désormais c'est Lutsenko qui est en charge de muscler un petit peu encore les choses, faire craquer certains, je l'espère en tout cas. On va tout faire pour, hein, bien évidemment. Ici, première cassure, regardez. Vlasov, Landa sont pris par cette première cassure. Ils n'en peuvent plus, en fait, hein. Ces enchaînements-là sont absolument terribles. Devant Lutsenko, Hirschi, il est hors de question que Moscon fasse le moindre effort, étant donné qu'on va jouer pour lui. Pitcock, par contre, est bel et bien présent. Hamilton également. Et Van Aert, derrière, ça bosse pour revenir. Avec Vlasov et Landa, notamment. Très, très bien placé au général. Donc là, il y a une vraie opportunité de cassure et de rapprocher au général. Gogol avait repris quelques toutes petites forces. Puis, on demande à nouveau à Alexei Lutsenko de faire très très fort. C'est parti. Il va donner tout ce qu'il a, le Kazakh. Et ensuite, ce sera à Moscon d'essayer de se débrouiller de la meilleure manière qui soit. Pitcock qui démarre. Oh là là, Pitcock. Quelle santé ce Pitcock. Landa était revenu. Vlasov est revenu. Ils ont répliqué à l'attaque de Pitcock, ce qui me semble être une forme d'erreur, même s'ils n'avaient peut-être pas forcément le choix. Et Moscon contre-attaque. C'est parti. Contre-attaque de Moscon. Non. On va tout de suite calmer. C'est loin d'être fini. Et on va surtout essayer de reprendre dans la roue des tout meilleurs. On va essayer de reprendre des forces. Landa a explosé, logique. Hamilton très très fort. Hirschi pas mal. Et si on en plantait une ici, voilà. Pitcock va prendre la roue de Gianni Moscon. Enfin, va essayer de prendre la suite de l'attaque de Moscon. Voilà, hop, ça y est, il est revenu. Il est revenu, dangereux Pitcock, hein. On pourrait tenter à ce moment-là, voilà, de prendre sa roue et de collaborer. Il y a Hirschi également, qui est rentré trentaine de secondes, Hamilton également. Et là, je pense que la roue de Pitcock est la meilleure à ce stade-là. La grosse bataille a bel et bien lieu. Certains des tout meilleurs sont en train de perdre très très gros. Roue de Pitcock, à mon sens, le plus fort sur ce terrain-là. Van Aert
est rentré. Et attaque de Moscon. C'est parti, on attaque. De toute façon, si c'est pas là, je ne sais pas où ce sera. Derrière, on est suivi par Lucas Hamilton. Oui, il s'accroche l'Australien Lucas Hamilton. S'accroche magnifiquement. Pidcock et Hirschi n'en peuvent plus. Moscon sur la barre jaune. Alors là, on est vraiment que sur la barre jaune. Hein. Van Aert qui fait ce qu'il peut également. Moscon qui s'est débarrassé d'Hamilton. Et Moscon, il pense à une seule chose. La ligne d'arrivée. Il faut absolument récupérer, tout en maintenant un gros rythme, récupérer de la barre rouge, ne pas trop vider la barre jaune sur ces 5 derniers kilomètres pour essayer de terminer avec un petit peu d'avance au général. Oula, mais un petit peu d'avance va se transformer en plus qu'un petit peu. Regardez, Pidcock qui tente à ce moment-là de revenir. Attention, s'il reprend Lucas Hamilton, ils vont peut-être collaborer et boucher l'écart avec Moscon. Non, c'est mort. C'est mort. Moscon, on va lui gérer cette toute petite barre rouge restante à coup de 62 en relais. Ça, c'est juste histoire qu'il ne soit pas en défaillance. 65, même une fois qu'on voit la ligne approcher. Victoire en solitaire de Gianni Moscon, ici, sur cette étape 6 de Tirreno. Il peut bien lever les bras, puisque c'est un énorme coup qu'il a réalisé ici. Je pense qu'il prend le maillot de leader, bien évidemment, puisqu'il avait une quarantaine de secondes environ de retard sur Landa, qui n'arrive que maintenant, mais les autres n'étaient pas non plus trop loin de Moscon. Voilà comment ce Tirreno Adriatico a basculé. Il a basculé sur cette étape 6 totalement dingo. Elle est totalement folle, cette étape-là. Et il faut dire que le collectif Gazprom, qui ressemblait là beaucoup à quelques éléments près, hein, mais qui ressemblait beaucoup à ce que j'avais aligné sur le Tour de France précédent, où tout le monde s'était mis au service de Lutsenko. Bah là, tout le monde se met au service de Gianni Moscon, qui s'impose ici. On va voir un petit peu l'écart au général. C'est là, presque une minute sur Hirschi. Ensuite, c'est Lucas Hamilton, Thomas Pidcock et Landa Vlasov se retrouvent 5 et 6. On l'a donc compris. S'il ne se passe pas un cataclysme genre forme du jour -5 sur le petit contre-la-montre final de 9 km environ à San Benedetto del Tronto, eh bien, à ce moment-là, ce sera gagné pour Gianni Moscon, qui en plus est un bon rouleur. N'est pas forcément le favori du jour, mais en tout cas, c'est un bon élément. Kovi aura donc fait du très bon boulot. Le petit Vinkovic aura pris un podium sur ce Tirreno. Tiberi, il vaut mieux l'avoir avec. Moi, j'apprécie beaucoup. Biryukov, dans son rôle de puncher, aura également rempli sa tâche. Le patron de ce petit groupe, Gogol, a fait son boulot. Et Lutsenko, finalement, s'est mis au service de Moscon. On a peut-être la victoire finale au classement général en point de mire. Mais Lutsenko, il faut quand même faire un petit commentaire. Le début de saison est ce qu'on appelle un peu raté sur le plan des résultats. Il n'y a toujours pas de victoire en fait à ce stade-là pour Alexei Lutsenko. Pour autant, est-ce qu'il faut s'en affoler? Moi, je ne pense pas. Je vous dis, j'ai retardé sa préparation par rapport à l'année précédente. Il a environ, 3 semaines de décalage, 2-3 semaines de décalage par rapport à l'année qui avait précédé, ce qui explique en partie une certaine méforme, même si là, précisément sur cette étape 7, on était à +4, ce qui prouve que peut-être les bonnes formes commencent à arriver. Bon, je sais que c'est aléatoire, mais j'ai quand même remarqué qu'il y avait des petits enchaînements par moment. Lutsenko réalise un bon temps d'ailleurs, hein. C'est toujours une très très bonne chose. C'est Jean Almeida qui tient le meilleur temps à ce stade-là. Est-ce que Van Aert, champion du monde du contre-la-montre, hein, à ce stade-là, va le battre? Non. Il reste plus grand monde pour battre Jean Almeida sur ce contre-la-montre. Magnifique performance du Portugais. Ça nous fait penser à De Koning Quick-Step, où il est tellement rayonnant en carrière également. Hirschi n'a, à mon sens, pas les moyens de taper Moscon à +3, surtout que la gestion de la barre est plutôt facile. Sur ces 9 km,4, une petite barre entre 86 et 87 d'effort en relais infini nous paraît être la garantie de conserver, je dirais, une petite avance et ne pas craquer là-dessus.
Vous voyez, je descends un peu à 86. De toute façon, après, sur un virage, il consomme pas, donc il récupère un peu de barre. Voilà, hop, revirage. Donc ça consomme pas de barre sur les virages. 86, on va même descendre un petit peu pour pas craquer sur la fin. On ne gagnera pas ce contre-la-montre. Il est bien pour Almeida, bravo à Almeida. Ah bah non, il est pour Ganna. Sans doute qu'il y a eu une petite analyse au dixième de seconde ou que sais-je. Ganna donc s'impose, belle performance pour certains. Bettiol notamment qui est en forme avant Milan-San Remo. Et Gianni Moscon s'adjuge le final de ce Tirreno Adriatico. C'est une vraie belle perf. Je n'avais pas souvent proposé une victoire de quelques coureurs que ce soit, à part Alaphilippe. Bon, ok, c'est différent, mais sur Tirreno, c'est pas très systématique que j'arrive à gagner sur Tirreno. Et là, c'était quasiment inespéré, ça s'est fait. Hirschi aura le classement par points. Il aura également le classement des jeunes. Et ensuite, on se demande ce que font certains quand on voit quelques gros noms du peloton. Je parle de, je sais pas, la déception Remco là-dessus, la déception Almeida sur le général. Il y a quelques éléments un peu surprenants. Prime assez mesurée pour dire qu'on prend le général et une étape, mais c'est pas bien grave. 30 000 €, c'est toujours ça de prix pour absorber nos légers déficits mensuels à cause de ma masse salariale qui dépasse un poil, et puis mes salaires de préparateur et compagnie, et de médecins, même si j'ai pas énormément de médecins, je crois que j'en ai que 3, à petit tarif le 3e, et puis sinon j'ai deux médecins de bonne qualité, mais surtout voilà, les préparateurs, c'est eux qui prennent du volume au niveau du salaire. Milan-San Remo, donc avec une équipe, je l'avais dit à l'avance, donc je vais essayer de m'y tenir, une équipe qui n'a qu'une seule chose en tête, ce n'est pas l'échapper à la cabine téléphonique pour Moscon ou pour Lutsenko, ce serait trop facile, donc je m'interdis de le faire en fait. Interdiction de partir à la cabine et de profiter de la descente du Poggio pour aller terminer solitaire sur la ligne à San Remo. Nécessité de jouer le coup pour le sprinter tchèque Simon Pešek. Voilà, c'est la petite contrainte que je me rajoute sur ce Milan-San Remo. Quelles sont les forces en présence? Il y a Van Der Poel qui est présent, il y a Thomas Pidcock, on a vu qu'il était en forme, il y a Wout van Aert qui est également aligné. On citera sinon Caleb Ewan, pour le cas où le Poggio ne se montrait pas trop vite. On citera Arnaud Démare également présent. L'équipe est un petit peu remaniée, comme vous pouvez le constater. Il y a Tadic qui est présent et il y a évidemment Pešek. Puis sinon les autres sont des coureurs que j'avais alignés sur le Tirreno. Stuyven est également présent. Stuyven, Milan-San Remo, maintenant on est obligé d'en parler puisqu'il a fait quelque chose d'exceptionnel en 2021. Et puis voilà, assez sereinement on se prépare à l'accélération finale, les capis désormais, Capoberta en l'occurrence ici. Puis on est donc en approche de la Cipressa, et ensuite ce sera il Poggio. Donc à partir de là on va essayer de se porter à l'avant, mais pas trop. Il y a des gens qui attaquent de loin, alors ça marche jamais, ça marche jamais. Il y a toujours quelques costauds à cet endroit-là, j'ai remarqué sur PCM, qui sortent ou qui tentent de sortir. Ils prennent quelques secondes d'avance et puis ensuite ils sont irrémédiablement repris par le reste du peloton qui roule à toute blinde dans la Cipressa, c'est-à-dire qu'il y a une hyper-agressivité dans la Cipressa. Et puis ensuite, par contre, donc ici, faut même pas essayer de sortir, quoi. Ça sert à rien. Il y a que il y a qu'entre joueurs humains que des fois peut y avoir des attaques dans la Cipressa, mais honnêtement je n'y crois guère. J'aurais bien aimé le voir un jour, une attaque dans la Cipressa qui fonctionne, mais franchement ça paraît juste impossible. Ou alors peut-être un jour de vent, voilà, c'est ça qui pourrait le faire. Genre, imaginez 35 km/h de vent là au bord de mer, depuis qu'on est ça fait 60 ou 70 bornes qu'on est au bord de mer, et puis avoir travaillé comme un ouf et partir dans la Cipressa, à la limite peut-être ça peut être envisagé, mais
Mais je crois pas que ce sera pour cette fois-là, vous voyez bien. On va donc construire très calmement un train qui puisse emmener Péchec jusqu'au sommet du Poggio. Donc un train qui ne va pas chercher à libérer quelqu'un à un moment donné pour faire le coup de la cabine, quoi. Hein. On est d'accord. Donc on roule, on a nos forces, Biryukov, Gogol, Tadic, et ensuite Lutsenko et Moscon vont être chargés de mettre Péchec dans les bonnes conditions. Attention à Van der Poel, vraiment, je me méfie infiniment de lui. On peut également dire que Mats Pedersen fait partie des favoris. Il avait été mentionné aussi par le jeu dans l'écran d'annonce de la course. Gogol produit à présent son effort, assez intense, mais on va pas attaquer. On va juste faire de l'effort curseur, sans attaquer. Tiens, Alaphilippe est absent, c'est dommage. Il n'y a pas de Julien Alaphilippe. Allez, Tadic, c'est à toi d'y aller. Ça s'accroche derrière, il n'y a pas de problème. Ça s'accroche au moment où on va ensuite pousser un petit peu plus fort avec Lutsenko et Moscon. Et puis là, on va essayer de jouer pour Péchec, mais indirectement. C'est-à-dire qu'on va envoyer Moscon en l'heure. Péchec, il est dans la roue de Van der Poel, il n'y a pas de problème. Vous ne voyez pas parce qu'il est calé dans la roue de Van der Poel. Il ne bouge pas de cette roue-là. Moscon va tenter en fait d'y aller. Mais je sais très bien que c'est foutu. Il n'y a aucun moyen que Moscon gagne ici. En revanche, Péchec emmené, regardez, Péchec dans la roue de Mathieu Van der Poel. Il va y avoir juste à déboîter au bon moment. C'est parti. Déboîte. Déboîte. Aïe aïe aïe. On n'a pas eu la force. On n'a pas eu la force de déboîter au moment. Le coup était presque parfait. C'est dommage. C'est dommage. Le coup était presque parfait. C'était aussi sans compter sur un Pidcock des grands jours. Pidcock, vraiment, sur ce début de saison, en fait, là, avec Gazprom, sur les mois de, on va dire, février, fin février et début mars, il y a deux hommes, principalement, qui ressortent du lot. C'est, pour moi, c'est Pidcock et Van der Poel. Hein. Les deux qui avaient brillé sur les Stars des Bianchi. Avec Van Avermaet aussi, qui s'en était mêlé ce jour-là, mais Pidcock, Van der Poel, vraiment, les deux hommes à battre. Alaphilippe reste toujours fort, on l'a bien vu. Et donc, à quel endroit est-ce que je perds cette course ? Je propose ce petit replay débrief avec mes petites impressions. Je pense que ça pouvait passer, le fait de vouloir comme ça créer un leurre avec Gianni Moscon qui roule très très fort. Ça pouvait passer dans le cas où on n'aurait pas eu quelqu'un comme Pidcock avec ses notes d'accélération notamment fabuleuses et notes physiques impeccables dans la roue de ce dénommé Moscon, puisque à ce moment-là en fait Pidcock il est emmené parfaitement. Je pense qu'il devait quand même avoir une grosse forme du jour, mais Bettiol aussi, très très en forme. On l'a retrouvé aussi, la forme de Bettiol qui était visible sur le chrono de l'étape 7 de Tirreno. Et derrière, même Van der Poel n'arrive pas à reprendre Thomas Pidcock. C'est exceptionnel. Pourtant, regardez, ça y est, là on pense que Van der Poel a gagné. Péchec pourrait déboîter, mais il ne le peut plus. Et Pidcock conserve une microscopique avance. Voilà. Grosse intensité sur certains moments. Pour ces courses-là, c'était donc la période italienne du mois de mars. Et puis maintenant, il va falloir se tourner en direction des Flandriennes, avec en parallèle le Tour de Catalogne, sur lequel l'équipe, on va dire, qui va sur le Giro est quasiment alignée, puisque de toute façon je ne peux mettre que 7 coureurs et non pas 8. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Très bon week-end, un de ces jours.